Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 2 juin 2026 et notre cher ami, notre frère John Elmer est avec nous. Bienvenue Mike. Merci de m'avoir invité. Content d'être de retour. John, je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier. Les Israéliens voulaient attaquer Dahia, dans le sud de Beyrouth, et c'était en quelque sorte une annonce de leur part. Ils ont dit que les habitants devaient évacuer leur maison, que toute la ville devait être évacuée. Ensuite, on a eu un message iranien. Ils ont déclaré qu'il n'y avait plus de discussion, ni directe, ni indirecte, ni aucun échange entre l'Iran et les États-Unis. Ils ont annoncé que si Israël attaquait Dahia, il frapperait le nord d'Israël et que cette région devait, elle aussi, être évacuée. C'est pour ça qu'il y a eu, semble-t-il, comme l'a rapporté Axios, un appel téléphonique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Quelle est selon toi la situation en Asie de l'Ouest? Bon, il faut replacer tout ça dans un contexte plus large, celui de l'élection américaine. Puis on parlera de l'élection russe. Comme ça, tout le monde comprendra que la première chose que font les présidents, et Trump comme Poutine font exactement la même chose que tous les présidents en période électorale, c'est d'essayer de gagner la prochaine élection. Et le problème de Trump, on le voit bien, ce ne sont pas les Israéliens ni les Iraniens, ce sont les électeurs américains. Il n'arrive pas à faire bouger son niveau de désapprobation de base. Depuis notre dernière conversation, il y a eu une légère amélioration, d'environ 1 point de pourcentage dans son taux d'approbation, ce qui veut dire que l'écart s'est un peu réduit. Mais l'écart entre le taux de désapprobation et celui d'approbation de Trump sur l'inflation comme sur la guerre en Iran reste le même que la semaine dernière. Autrement dit, rien de ce que fait Trump ne rassure les électeurs américains. Ça veut dire qu'il doit essayer de faire 2 choses en même temps. Et cet appel téléphonique, soi-disant fuité par Israël, Axios, c'est en réalité un porte-voix israélien. Barak Ravid, le journaliste d'Axios, avec son acolyte au nom italien, parle en fait au nom de Netanyahou. Donc quand Axios publie la une numérique du site, un article sur un appel téléphonique truffé d'injures entre Trump et Netanyahou, ça veut dire que les Israéliens veulent faire passer 2 messages. Cela veut aussi dire que le groupe juif Chabad, qui soutient tout ce que fait Netanyahou à la Maison-Blanche, veut que les choses soient claires. Ils veulent qu'il soit bien compris qu'avec quelques jurons, Trump peut contrôler Netanyahou. Que Trump l'appelle et lui dise « jurons supprimés » pour les enfants qui nous écoutent, « arrête d'attaquer Beyrouth ». Mais ça ne veut pas dire « arrête d'envahir » ou « arrête d'étendre le territoire israélien jusqu'à, et même un peu au-delà, du fleuve Litanie ». C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non plus « arrête d'attaquer le château de Beaufort ». Ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire « arrête d'attaquer Nabatieh ». Rien de tout ça. Ça ne veut pas dire « arrête de te battre ». Ce que ça veut dire, c'est « je veux que les électeurs américains me voient comme quelqu'un qui essaye de contrôler Israël et même de contrôler Netanyahou, simplement en lui lançant des jurons. » C'est ça, la politique électorale aux États-Unis. Ce n'est pas un problème fondamental, ni même un changement tactique ou opérationnel dans la politique américaine. Ce que ça veut dire, c'est que Trump devient désespéré à l'idée de garder sa base MAGA, de garder l'électorat républicain, les électeurs pour l'élection du 3 novembre. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que l'Iran doit répondre coup pour coup à tout ce que font les États-Unis? Oui, parce que les capacités militaires iraniennes doivent être montrées pour infliger à Trump une combinaison d'incertitudes et de dommages qui touchent les électeurs américains. Donc ces guerres aujourd'hui, et on parlera de la guerre russe en Ukraine et en Europe, ce sont des guerres qui se jouent maintenant sur les champs de bataille électoraux américains. C'est comme ça que je le vois.
Oui, mais John, tu penses que, disons qu'on sait que les élections de mi-mandat approchent, comment tu vois le comportement de l'administration Trump? Est-ce qu'ils vont changer après ces élections? Est-ce que ça va dépendre de ce qui se passe pendant le scrutin? Ou bien, quoi qu'il arrive aux élections de mi-mandat, est-ce qu'il va revenir au même type de comportement qu'on observe depuis le début de la guerre, la deuxième phase de la guerre contre l'Iran? En bref, oui. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas seulement à cause des élections de mi-mandat aux États-Unis. Je viens de donner une interview au Tehran Times avec Sahar Dadju, et pardonnez-moi si je me répète pour ceux qui l'ont déjà lu. Avant l'élection du 3 novembre, il y a un moment très important dans le calendrier présidentiel américain. C'est la révision budgétaire d'automne. Autrement dit, entre septembre et novembre, le Bureau de la gestion et du budget des États-Unis, où j'ai travaillé pendant 4 ans sous l'administration Carter, décide du budget pour l'année suivante, de la répartition de l'argent pour tout le monde. C'est une période très tendue et difficile, marquée par des conflits intenses entre la Maison-Blanche, les agences, le Bureau du budget et le Congrès. Disons que les groupes de pression, faute de meilleurs mots, se battent pour obtenir plus de fonds et s'opposent aux coupes prévues dans leur budget pour l'année suivante. Ça veut dire que les opérations militaires doivent paraître réussies. Celles qui ne le sont pas voient leur budget réduit. Et ces coupes budgétaires causent des dégâts politiques à ceux qui dirigent ces agences. C'est le général Kane et l'état-major interarmé. C'est John Ratcliffe à la CIA. C'est l'amiral Cooper à la tête du commandement central. Autrement dit, les opérations militaires doivent être intensifiées ou bien présentées comme atteignant leurs objectifs de guerre. Sinon, avant même que les électeurs ne votent, c'est le processus budgétaire qui tranche. Et ce processus, c'est à la fois l'administration et les commissions du Congrès qui autorisent puis allouent les fonds. Donc Trump doit donner l'image d'un dirigeant efficace. Trump must appear to be effective. And under him, and he has poor line control. Et sous son autorité, et il a un mauvais contrôle de la ligne, la présidence russe gère beaucoup mieux chacune de ses opérations de guerre, ses actions secrètes, ses groupes hostiles à l'Iran, ses exécutants de génocide. Trump, lui, a un contrôle bien plus faible sur tout ça. Votre question, c'était, est-ce qu'on revient à une situation comme celle de la guerre de juin dernier et comme celle qu'on vit aujourd'hui? La réponse, c'est inévitablement oui. Parce qu'il n'y a pas ici de ligne présidentielle claire disant « nous ne voulons pas être en guerre avec l'Iran, nous ne voulons pas être en guerre avec la Russie ». Non, ce qu'on a, c'est un président qui essaye de regagner des voix, de se protéger d'une défaite au Congrès en novembre et qui tente à la fois de combattre et de se présenter comme un artisan de paix. Alors, certains appellent ça de la confusion, d'autres du chaos. Non, c'est pas ça. C'est un mélange de politique budgétaire et de politique électorale, replacée dans le contexte américain. Mais on voit exactement la même chose en Russie, et on la voit partout ailleurs. On pourrait appeler ça une loi de fer de la politique. Et pardonnez-moi, ça veut dire que la réponse à votre question, c'est que les États-Unis ne sont pas encore dissuadés par la manière dont l'Iran riposte. Ils ne sont pas encore freinés par la fermeture du détroit d'Ormuz, ni par l'impact du contrôle du détroit par les gardiens de la Révolution sur l'économie mondiale. Ils réagissent à la pression politique. Si vous retirez cette pression, on reviendra aux mêmes politiques fondamentales. La guerre permanente contre l'Iran, la guerre permanente contre la Russie, la guerre permanente contre la Chine, Cuba, le Venezuela et les autres. John, tu as parlé de la Russie. Comment tu fais le lien entre la situation là-bas et ce qui se passe aux États-Unis? Tu as évoqué l'élection présidentielle.
Well, let- Vous voulez dire, directly connected because eh bien, the president of c'est directement lié parce que le président de la Russie, Vladimir Poutine, a un négociateur direct avec l'administration Trump. Il s'appelle Kirill Dmitriev. without beating a dead Et sans vouloir enfoncer le clou, même si, pour être honnête, ce n'est pas un sujet mort, mais plutôt un sujet qu'on ressasse trop souvent, ce que je veux dire, c'est qu'il existe un lien direct entre Trump et Poutine, via Dmitriev. Et ils insistent, Poutine aussi d'ailleurs, et d'après mes sources toute cette semaine, qu'il y a toujours un accord en place entre Poutine et Trump par l'intermédiaire de Dmitriev, et je dois le préciser, par la corruption. Un accord qui, selon eux, permettrait de raccourcir la guerre. D'accord? that will shorten the war. Okay? President Putin goes to election on September 25. Le président Poutine se rend aux urnes le 25 septembre. Rather like Pas pour une élection présidentielle, mais pour des législatives. Un peu comme les élections de mi-mandat au Congrès américain. in the United La récession économique en Russie a eu pour effet de réduire sensiblement le taux d'approbation habituellement stable du président Poutine. Cela a provoqué une inquiétude croissante. Le parti au pouvoir, Russie Unie, pourrait perdre sa majorité. Et l'opposition, composée des communistes, de petits partis et du Parti libéral-démocrate de Russie, le LDPR, pourraient ensemble obtenir une majorité importante, pas forcément mais une victoire embarrassante. not necessarily a control majority, but an embarrassing victory. To prevent that, and President Putin's Pour éviter cela, et c'est à cela que tout le personnel du Kremlin, sous la direction du président Poutine, consacre ses efforts. Il faudra combiner plusieurs formes de fraude électorale, truquer les votes à hauteur d'au moins 5%, comme c'était la norme sous l'administration Eltsine, et peut-être, dans certaines régions, jusqu'à 10%. Surtout pour étouffer le vote communiste, ou un vote de protestation qui pourrait passer du scrutin uninominal au vote proportionnel par parti. Pour y parvenir, le président et le Kremlin doivent promettre une guerre courte. Oui, promettre une guerre courte. Et vous avez vu ces derniers jours plusieurs déclarations du président qui montrent qu'il est convaincu de pouvoir mettre fin rapidement à la guerre sur le champ de bataille en Ukraine. has the confidence he can end the war quickly on the Ukraine battlefield. And that's reflected in continuous tweeting by Et ça se voit dans les tweets incessants de Dmitriev, qui, en gros, ne trouve rien à redire à ce que fait Trump, dans le but d'encourager Trump à laisser la Russie intensifier ses actions sur le champ de bataille en Ukraine. Et ça, on l'a bien vu aussi. On a vu une combinaison entre l'escalade des frappes de drones ukrainiens et des succès importants. Ne minimisons pas, n'exagérons pas non plus, mais ne nions pas. Des succès vraiment significatifs dans la stratégie des drones ukrainiens. Une escalade pour réduire la capacité de raffinage en Russie, pour freiner les exportations de pétrole depuis les ports russes, pour frapper la flotte russe quand elle traverse les mers. Cette guerre des drones, y compris avec des drones retrouvés jusque sur les côtes grecques, dans la mer Ionienne, s'est révélée de plus en plus efficace, non seulement du point de vue ukrainien, mais aussi du point de vue russe. Ukrainian point of view, but from the Russian point of view. So all of this damages votes. Tout cela mine les votes, mine la confiance. Alors que faire? D'un côté, le président Poutine promet d'y mettre fin bientôt. De l'autre, l'état-major reçoit l'autorisation de lancer des attaques, dont celle d'Ereshnik à Balitske, dont on avait parlé la dernière fois. Ce fut un échec. L'arme spéciale utilisée n'a pas réussi à causer de dégâts importants dans les bunkers souterrains. Ensuite, un débat public s'est ouvert. Est-ce que la Russie a changé de politique? C'est là que j'en viens à votre question. Après l'attaque de Starobelsk contre un dortoir d'étudiants, 21 personnes tuées, plus de 40 blessés, on a vu une réaction immédiate du Kremlin. Il fallait montrer la capacité de mettre fin à la guerre, pas simplement répondre coup pour coup. End the war, not simply reply tit for tat. End it. Okay. As I've said, my sources Terminez-le. tell me Putin is Bon, promising comme je l'ai dit, mes sources me disent que Poutine promet à son entourage et laisse entendre publiquement qu'il peut y arriver en 3 mois, que la guerre sera terminée avant le jour de l'élection. Ce serait le 25 septembre.
D'accord. En même temps, l'état-major dispose de tous les plans opérationnels, mais Poutine n'a pas autorisé d'escalade. Alors pourquoi ont-ils une dispute publique? Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et l'état-major, qui s'exprime par la voix du président du comité de la défense à la Douma, un général à la retraite nommé Andrei Kartapolov, disent que la nouvelle stratégie sera systémique et cohérente. Le mot systémique a été compris comme signifiant décapitation du régime. Enfin, Poutine dit frapper les états-majors de commandement et de contrôle, exactement comme les Ukrainiens ont essayé de le faire avec un certain succès. D'un côté, ils ont tué des membres de l'état-major général et de l'autre, ils ont attaqué la résidence de Poutine à Valdai. Ensuite, Lavrov et l'état-major annoncent une attaque systémique et cohérente. Poutine autorise alors ses deux porte-paroles, Dmitry Peskov et Yuri Ushakov, à démentir tout ça. Peskov déclare « Eh bien, systémique et cohérente, ça ne veut pas dire régulière. » Et en plus, il ajoute qu'ils attendent avec impatience la reprise des négociations avec Stephen Witkoff et Jared Kushner. C'est la ligne Dmitriev, la ligne du « j'aime les États-Unis ». Et ce discours, on le retrouve aussi bien chez Ushakov que chez Peskov. Ushakov va même plus loin. Il affirme carrément que personne n'a été mandaté et qu'aucun message n'est parti de la Russie. Kremlin vers Trump. Mais enfin, qu'est-ce que ça voulait dire? Puisque Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, avait déclaré « J'ai l'autorisation » et il l'a dit au secrétaire d'État Rubio « J'ai l'autorisation du président de la Russie de vous dire que nous passons maintenant à une phase d'escalade systémique et cohérente. » Ils se disputent donc entre eux en public. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, on vient de le voir. Ces dernières heures, vous avez vu les rapports officiels du ministère russe de la Défense, accompagnés de tous les détails relayés par les blogueurs militaires. Ils confirment qu'il y a eu une attaque de missiles très importante, sans utiliser les Iskander, mais qui ne visait pas les centres de commandement et de contrôle. Cette fois, les cibles étaient les sites de production de drones. Des frappes à Zaporizhia, d'autres dans l'extrême ouest de l'Ukraine, à Kherson, et dans plusieurs régions de Leithling. Ce que montre le bulletin du ministère de la Défense, publié il y a quelques heures, c'est qu'on met en place des moyens systématiques contre la production de drones, des moyens systématiques aussi contre la production d'électricité. En clair, c'est la reprise de la campagne de guerre électrique pour forcer les Ukrainiens à arrêter leurs réacteurs nucléaires sans les frapper directement, parce qu'il n'existe pas de méthode adéquate pour transporter et distribuer l'électricité depuis la centrale vers le réseau. On voit aussi des attaques, enfin, contre les chemins de fer. Mais toujours pas encore, sur ordre de Poutine, pour couper la liaison ferroviaire de l'Ukraine avec ses points de ravitaillement en Pologne. Donc ce qu'on observe, c'est une tentative de masquer la dispute publique de la semaine dernière sur la stratégie militaire à adopter, en affirmant que désormais, on s'en prend aux centres de drones, aux usines de fabrication de drones. Tout ça fait partie, et c'est une partie nécessaire, de l'ensemble des efforts pour gagner la guerre. Mais c'est aussi un élément de la campagne de Poutine pour remporter l'élection. Et maintenant, le dernier point. On vient de voir Bloomberg publier un rapport selon lequel le ministre des Finances, Anton Siluanov, et le rapport ne mentionne pas la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, à la veille du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, la conférence économique internationale la plus importante organisée par la Russie. Eh bien, à la veille de cette rencontre, ces deux hauts responsables financiers du gouvernement russe déclarent qu'il faut réduire les dépenses, militaires pour équilibrer le budget, pour réduire le déficit budgétaire russe. Donc maintenant, on a ouvertement Bloomberg, qui n'est pas un média brillant, c'est un organe de propagande.
it's a propaganda organ. This time the propaganda organ is saying Cette fois, l'organe de propagande affirme que la Russie se sent vulnérable. C'est en fait une ligne de propagande des États européens et des États-Unis. La Russie serait vulnérable parce que ses dépenses militaires deviennent incontrôlables. Pour équilibrer le budget et maîtriser l'inflation, ce sont, si l'on peut dire, les deux mots-clés du camp Nabiullina, Dmitriev et maintenant Siluanov, il faudrait réduire les dépenses militaires. Mais comment réduire les dépenses militaires alors qu'on est en train d'intensifier les opérations pour terminer une guerre qui dure depuis 4 ans? Comment faire ça? Eh bien, c'est une décision présidentielle. Et le président Poutine, lui, ne peut pas la prendre. Alors il fait comme le président Trump. Il dit des choses contradictoires, dans un sens et dans l'autre. Il essaye d'escalader parce qu'il n'a pas le choix. L'opinion publique, après Starobel, insiste. Il faut soit en finir, soit négocier. Si on ne peut pas négocier, alors il faut en finir. Et toute restriction que Poutine impose à l'état-major est vite perçue comme un signe de faiblesse. Cette impression de faiblesse, c'est justement ce qui pousse l'État profond américain et toutes les puissances européennes à intensifier leurs actions autant qu'ils le peuvent. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le président Poutine en pleine campagne électorale, attaqué publiquement, notamment par Bloomberg. Mais ils ne disent rien qui n'ait déjà été rendu public dans les médias russes. Réduire les dépenses militaires alors qu'il essaye de terminer la guerre. Et c'est là tout le conflit qu'on observe maintenant à Moscou. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Sur le plan électoral, sur le plan budgétaire, c'est assez proche de la situation que Trump connaît à Washington, non? John, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? Tu as mentionné Kirill Dmitriev. Est-ce qu'il y a des négociations en cours pendant qu'on parle, ou bien est-ce qu'elles sont suspendues? Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que c'était une fausse information, qu'il n'y avait aucune négociation entre l'Iran et les États-Unis. Il a dit qu'on se parlait, mais personne ne veut reconnaître que les Iraniens ont affirmé qu'il n'y avait pas de négociation. Pendant 2 jours, il n'y a effectivement pas eu de discussion entre les deux parties. Mais concernant la Russie, qu'est-ce qu'on sait exactement? Eh bien, autour de la guerre, comme autour de toute la politique, il y a toujours des kibitzer. C'est le mot qu'on utilise pour désigner ceux qui veulent donner l'impression d'être au cœur d'une négociation, qui veulent paraître bien informés, qui cherchent à influencer les résultats, mais qui ne font pas partie des discussions officielles et ne donnent aucun ordre, ni militaire, ni diplomatique, ni politique. Donc, il y a beaucoup de ces kibitzers qui annoncent partout qu'ils sont en train de parler. Et ça, c'est constant. Ensuite, il y a une ligne téléphonique ouverte entre Ushakov et Vitko. On le sait parce que certains enregistrements ont fuité. Vitko et Ushakov veulent parler, oui, par téléphone. Est-ce que c'est une négociation? Oui, c'en est une. Dmitriev essaye lui aussi de se donner l'air d'être au centre du processus. En réalité, c'est un observateur qui commande de côté, parce qu'il doit sans cesse se battre contre l'état-major et le ministère des Affaires étrangères, comme on vient de le dire. Est-ce qu'il existe, en fait, une négociation formelle qui engagerait la partie ukrainienne et la partie américaine à accepter ce que la Russie a déjà proposé? Eh bien, Dmitri Peskov a déclaré il y a quelques heures que cette guerre pourrait se terminer si l'Ukraine se retirait ou retirait ses forces du Donbass. Ça veut dire Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Luhansk. S'il se retirait, cette guerre serait terminée immédiatement. Alors, y a-t-il une négociation sur ce point? Réponse, non. Pourquoi n'y a-t-il pas de négociation? Parce que toutes les parties, et sur ce point, Dmitriev ne fait que brouiller les pistes et jeter de la poudre aux yeux,
Toutes les parties, du côté américain comme du côté européen, sont engagées dans une guerre permanente contre la Russie. Les États-Unis profitent de cette montée en puissance des drones que les Ukrainiens démontrent sur le terrain. Le camp américain veut voir la capacité de raffinage de la Russie réduite de 30 à 40%, comme c'est le cas en ce moment. Alors, y a-t-il une négociation pour arrêter ça? Réponse, non. John, est-ce que tu vois le moindre signe concernant la Russie et l'Iran? On sait que la guerre est en cours. D'un côté, il y a les États-Unis. De l'autre, en Asie de l'Ouest, l'Iran. Et en Eurasie, en Europe, la Russie. Et quand on parle de la perception du peuple russe, du gouvernement russe et des différentes factions à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, quand on met tous ces éléments ensemble? Le résultat de tout ça, c'est davantage de négociations avec les États-Unis. C'est aussi le fait que les États-Unis ne veulent pas que la Russie redevienne une superpuissance. C'est pour ça qu'ils essayent de prolonger cette guerre. Alors, quelle est la compréhension générale du côté de l'opinion publique, du gouvernement et des différentes factions à l'intérieur du gouvernement? Vous parlez de l'opinion publique russe ou de l'opinion publique américaine? Non, je parle de l'opinion publique russe. Je parle du peuple russe et de la façon dont il perçoit cette guerre. Cette guerre dure depuis presque 5 ans maintenant. C'est une guerre énorme quand on regarde tout ce qui s'est passé jusqu'ici. D'accord. Comment la perçoivent-ils? Eh bien, je parle de la perception qu'ils ont des objectifs des États-Unis. Comment voient-ils les États-Unis? Comment voient-ils la manière dont les États-Unis poursuivent cette guerre? L'opinion publique russe, comme toutes les opinions publiques, essaie de s'informer du mieux qu'elle peut. Elle ne fait pas confiance à ses dirigeants pour dire la vérité. Les Russes sont plus habitués que les Américains à faire la part des choses face à la propagande d'État. Et d'une manière générale, ils sont aussi mieux éduqués. Mais ils sont soumis aux mêmes technologies de propagande, et la télévision reste leur principale source d'information. Les plus jeunes, eux, s'informent davantage sur les réseaux sociaux. Les systèmes de propagande de l'État, comme ceux des États étrangers hostiles, fonctionnent différemment à travers ces canaux. Il existe une majorité relativement stable, environ 2/3 des Russes, qui souhaitent des négociations, qui veulent parvenir à la paix, qui veulent mettre fin à la guerre. Gardez à l'esprit que l'opinion publique dans le pays est divisée selon la classe sociale, la région, le niveau d'éducation et le revenu. En gros, les Russes les plus pauvres font la guerre, tandis que les plus riches essaient de continuer à vivre comme si de rien n'était, avec une économie normale, les affaires comme d'habitude. Cela veut dire que Moscou, Saint-Pétersbourg, Tumen et quelques autres régions plutôt aisées du pays, celles que visitent, par exemple, des podcasteurs ou des influenceurs américains, comme la conservatrice Candace Owens, sont régulièrement mises en avant dans la presse russe. On y montre à quel point tout semble normal, beau, presque exceptionnel. Ils reflètent simplement le fait qu'ils ne connaissent absolument rien à l'économie intérieure russe, ni au peuple russe. Ils deviennent des instruments de propagande. L'opinion publique en Russie reste donc relativement stable. Mais après Starobelsk, et je n'ai pas vu de sondage qui le confirme, on observe une montée d'un sentiment, surtout chez les hommes russes de plus de 30 ans. Cette guerre doit être terminée. Il faut en finir. Et il faut garder à l'esprit que du point de vue de l'opinion publique russe, du point de vue de l'homme de la rue, le soutien à Vladimir Poutine est étroitement lié à la confiance du public dans l'armée russe. Si l'armée russe est perçue publiquement comme incapable de protéger notre population,
nos raffineries, notre Internet, notre électricité, notre capacité à prendre l'avion ou le train à l'heure. Si elle est vue comme échouant à faire tout ça, ou simplement moins performante qu'on ne le pensait, alors les Russes se disent que le président ne fait pas son travail. L'opinion publique russe soutient Poutine, faute d'alternative. Et surtout à cause des succès militaires dans la guerre. Et ça, les Ukrainiens le savent. Les États-Unis le savent aussi. Ils doivent montrer que l'armée échoue. Ils doivent montrer que le pays n'est pas protégé. C'est pour ça qu'ils ont attaqué Starobelsk de cette façon, pour faire une démonstration aux Russes. Ce n'était pas une cible militaire. C'était une cible de propagande. Des gens ont été tués pour envoyer un message aux Russes et casser ce lien entre l'armée et la présidence. Alors la réaction russe, c'est on se rallie derrière notre président, derrière notre armée, mais il faut aller jusqu'au bout. Et dans cette situation, comme l'a souvent rappelé mon collègue Ray McGovern dans ce podcast, les Russes veulent croire au meilleur des États-Unis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils comprennent que ce sont les États-Unis qui mènent cette guerre. Ils n'ont plus confiance, ni en Trump, confiance qu'ils avaient quand il a été élu, ni en ce que Dmitriev affirme que Poutine a aujourd'hui, ni en Nabiolina, ni en Silouanov. C'est une lutte de factions politiques. La plupart des Russes n'ont pas cette confiance. Ils savent très bien que leurs principaux ennemis sont les États-Unis, l'Allemagne et les Britanniques. Et tout ce qui sort des plateformes de propagande médiatique dans le monde les conforte dans cette idée. Les Russes comprennent profondément le comportement allemand, mais ils voient aussi à quel point le système politique allemand est faible et à quel point il a toujours été dominé par les États-Unis. Donc, il n'y a aucune confiance dans l'idée que les États-Unis se retirent d'Allemagne. Et tous les médias qu'on voit montrent que les attaques spectaculaires de Trump contre le chancelier Merz sont à la fois renforcées et contredites par la volonté croissante des États-Unis de déployer des armes nucléaires en Allemagne, en Pologne, en Finlande et ailleurs. Les Russes comprennent qu'il s'agit d'une guerre de long terme. Mais personne ne veut vivre dans un état de guerre permanent. Alors tout le monde se tourne vers Poutine pour qu'il y mette fin. Tout le monde, sauf la faction Dmitriev, Nabiolina, Silouanov, eux, ils adorent les États-Unis. Ils veulent être aimés par les États-Unis. Ils veulent revenir à la situation d'avant, aux affaires comme d'habitude. Mais ils sont une toute petite minorité. Leur pouvoir vient du président Poutine. John, d'après ce que je comprends, quand il s'agit de l'Asie de l'Ouest, il n'y aura pas d'accord, pas de véritable entente, je dirais, entre l'Iran et les États-Unis. Au mieux, ce sera une sorte de retrait américain de la région, laissant la guerre se poursuivre indéfiniment au Moyen-Orient, ce conflit qui n'en finit pas. Et à mon avis, c'est la même chose avec la Russie. Parce que si Donald Trump avait vraiment pris la question de l'Ukraine au sérieux, il aurait mis fin à cette guerre avant d'en commencer une autre contre l'Iran. Aujourd'hui, il se retrouve avec deux guerres, dont une contre l'Iran, qui complique toute la situation, à la fois pour l'économie mondiale et pour la politique intérieure des États-Unis. Et même en étant engagé dans cette guerre contre l'Iran, il pourrait mettre un terme à celle en Ukraine, parce qu'il sait qu'il y a une énorme pression sur son administration. Il pourrait agir sur la question ukrainienne, sur la guerre, mais il n'a rien fait. C'est bien là le problème. He didn't do anything. This is the problem. You're quite right. I agree with you. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi d'abord vous poser une question et ensuite j'essaierai de répondre à la vôtre. La situation que j'ai décrite pour le peuple russe, celle dont vous m'avez parlé, et qui crée ce besoin de résoudre les risques économiques auxquels nous faisons tous face, c'est un moteur très fort de l'opinion publique iranienne. Alors dites-moi, selon vous, dans quelle mesure les négociations iraniennes
pour obtenir un allègement à court terme de la guerre sont-elles une tentative de dire au peuple iranien « Nous pouvons sortir de la misère des sanctions qui provoquent l'inflation. Nous pouvons échapper à la certitude de Trump qu'il peut étouffer l'économie iranienne jusqu'à la mort. » Dites-moi à votre avis. Quelle est aujourd'hui l'opinion publique iranienne sur les effets de cette pression économique exercée par les États-Unis? Quel impact cette opinion a-t-elle sur la volonté de signer un protocole d'accord, une mesure de soulagement, un cessez-le-feu de 60 jours, une pause de 2 ans, disons, mais une guerre permanente malgré tout? Comment, selon vous, réagit l'opinion publique iranienne? How is Iranian public opinion reacting? Pour être honnête, dans l'opinion publique iranienne, et aussi chez beaucoup de gens au sein du gouvernement et parmi les décideurs en Iran, on ne croit pas que les États-Unis lèveront un jour les sanctions contre l'Iran. Et vous savez, concernant les avoirs gelés, ils ne pensent pas non plus que les États-Unis vont libérer ces fonds iraniens. Ce sont les 2 points essentiels en ce moment. La seule chose, c'est qu'ils ne veulent pas que la guerre recommence. C'est pour ça qu'ils peuvent accepter de parler avec les États-Unis. Mais ils savent très bien qu'il n'en sortira rien, aucun résultat positif, aucune avancée réelle, parce qu'à chaque fois qu'ils ont négocié avec les États-Unis, ils ont été attaqués 2 fois, d'abord par les Israéliens, puis par les Américains. En ce moment, ce qui se passe dans la tête des Iraniens, c'est ceci. Si on peut négocier, si on peut envoyer, enfin, ce ne sont pas vraiment des négociations d'ailleurs. Les 2 camps s'envoient des messages, dans un sens, puis dans l'autre. Si on peut faire quelque chose, une sorte de lettre ou de document pour mettre temporairement fin à la guerre, on peut le faire à travers ces échanges. Sinon, tout se jouera sur le champ de bataille. Si les États-Unis reviennent dans le jeu, nous répondrons. Et ce qui rend la situation si compliquée, dans le cas de l'Iran, c'est la relation entre Israël et le Liban. L'Iran a déclaré qu'il n'y aurait aucun accord, aucun compromis, tant qu'Israël continuerait d'attaquer le Liban et Gaza. Et ils mettent ces 2 situations au cœur des négociations en ce moment. C'est pour ça que je ne pense pas, et l'opinion publique n'est pas favorable, loin de là, qu'ils puissent obtenir quoi que ce soit par ces discussions. C'est aussi pour ça que le président du Parlement iranien a dit, il y a 2 jours, que le résultat de la guerre se déciderait sur le champ de bataille et que les conclusions du champ de bataille seraient simplement mises sur papier. Ce ne sera pas le fruit de négociations. C'est l'état d'esprit de la majorité des Iraniens aujourd'hui. Thank you for putting it so clearly. Merci d'avoir formulé la question aussi clairement. J'aimerais vous en poser une autre qu'un collègue iranien m'a soumise. Il m'a dit que dans la génération précédente, celle qui a vécu la guerre de Saddam, la guerre entre l'Irak et l'Iran, soutenue à l'époque par les États-Unis contre l'Iran, à ce moment-là, le mouvement intérieur iranien, l'opinion publique, ne subissait pas le même niveau d'asphyxie économique, de pression et d'étouffement que ce que provoque aujourd'hui le blocus américain, les sanctions américaines et européennes, et plus largement les sanctions mondiales contre l'Iran. Alors, cette question m'a été posée, et je n'ai pas su y répondre. C'est pourquoi je vous la pose à mon tour. Existe-t-il, selon vous, une différence générationnelle entre les Iraniens d'âge mûr, leurs parents et leurs enfants, dans leur perception de la guerre de 1980 contre l'Irak par rapport à la situation actuelle, cette sorte de guerre contre tout le monde? John, quand tu penses à la génération de nos parents, oui, la guerre Iran-Irak, la situation à cette époque n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Si tu vas en Iran maintenant, il y a les sanctions, il y a l'inflation, et les gens ressentent une énorme pression venant des États-Unis. Mais malgré tout, la vie des gens s'est énormément améliorée.
Ce n'est même pas comparable. Aujourd'hui, aller en Iran, c'est complètement différent. Le gouvernement a trouvé une manière de gérer ces sanctions. Parce que la guerre Iran-Irak, c'était au tout début de la révolution. Oui, et maintenant, plus de 40 ans plus tard, la révolution sait comment tout gérer, comment faire face aux sanctions. On a même eu, pendant la première administration Trump, des années où l'Iran ne pouvait plus du tout exporter de pétrole. Oui, ils ont déjà connu ce genre de situation et ils savent très bien comment gérer ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés, qu'ils ne veulent pas se précipiter pour conclure un accord ou un arrangement avec les États-Unis. C'est aussi pour ça que chaque fois que Donald Trump leur demande de répondre à de nouveaux messages, eh bien, ça prendra le temps qu'ils voudront, parce qu'ils ont le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le rapport de l'autorité du détroit d'Ormuz sur le nouveau mécanisme mis en place là-bas. Depuis qu'ils ont lancé ce système, plus de 300 navires ou pétroliers ont traversé le détroit et tous ont payé les droits de passage. Donc les États-Unis peuvent dire, Donald Trump peut dire, qu'ils exercent une forte pression sur eux. Et il y a une part de vérité dans ce qu'il dit à cause du blocus. Mais ce n'est pas non plus une situation catastrophique. Non, le pays est plutôt à l'aise. Ils savent ce qu'ils ont à perdre. Ils savent comment s'en sortir. Et la pression reste supportable. Ce n'est pas quelque chose d'insoutenable pour le peuple iranien, ni pour l'économie iranienne. C'est pour ça qu'ils continuent ces cycles de conflits. Tant que l'administration Trump veut poursuivre ses politiques au Liban, à Gaza et contre l'Iran dans le Golfe Persique, je pense que leur raisonnement, c'est qu'ils peuvent tenir plus longtemps que les États-Unis, ou plutôt que l'administration Trump, pas les États-Unis. L'administration Trump. Merci pour ça. J'essaie de comparer ce que vous avez dit sur la résistance du public iranien et sur l'acceptation d'un état de guerre permanent. Et si je comprends bien, je partage l'idée que la raison pour laquelle l'Iran réagit aux attaques israéliennes contre le Liban et Gaza, et maintenant si cela continue, pourrait aller jusqu'à la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, c'est que les États-Unis peuvent bien signer un protocole d'accord. Mais la guerre permanente, elle, continue à travers la plateforme israélienne. Et cette plateforme israélienne, avec son expansion en Syrie, au Liban, à Gaza, tout cela fait partie d'une guerre qui se poursuivra, parce que l'Iran est désormais le principal pilier de la résistance à cette transformation. Donc, si l'opinion publique russe était semblable, on ne verrait pas autant d'hésitation entre d'un côté le président Poutine, son état-major, le ministère des Affaires étrangères et les services de renseignement, et de l'autre, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et le groupe Dmitriev, qui représente les milieux d'affaires russes. On ne verrait pas tout cela se dérouler aussi ouvertement. Donc, d'une certaine manière, pour revenir à votre question, l'opinion publique russe n'est pas prête à accepter une guerre permanente contre la Russie. Les gens comprennent. L'homme de la rue comprend qu'il faut faire de son mieux pour négocier. Vous comprenez bien que des ennemis comme les Allemands, les Américains ou les Britanniques ne se laisseront pas dissuader. Ils le savent très bien. Donc, il y a une vraie différence au niveau du leadership politique. Il y a aussi une différence dans l'opinion publique et dans la façon dont ils se connectent. Oui, d'un autre côté, 40 ans de sanctions contre les entreprises iraniennes ont complètement effacé ce groupe, la soi-disant oligarchie russe, qui rêve encore de retourner dans ses villas en Italie, sur la Côte d'Azur en France ou dans ses demeures à New York, au Colorado et à Washington. Ce courant-là reste bien plus fort en Russie qu'il ne l'est en Iran. J'ai raison, non? Yeah. John, Oui,
John, je pense que, quand on y regarde de près, tu as comparé la Russie et l'Iran. Au fond, ces deux pays commencent à comprendre que les États-Unis ne veulent pas vraiment conclure d'accord avec eux. Je crois que les élites de ces deux pays en arrivent à cette conclusion. Il n'y aura pas d'accord entre eux et les États-Unis. Et dans le cas de la Russie, la situation est un peu plus compliquée. Mais ils aiment, parce que les Européens sont impliqués et qu'ils veulent soutenir l'Ukraine. Dans le cas de l'Iran, il y a le facteur israélien qui influence la situation. Donc chacun a ses propres complications, ses propres difficultés. Oui. Yes. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne un peu de recul. Quand on regarde l'ensemble de la situation, est-ce que vous pensez que l'administration Trump, en laissant de côté les Iraniens et les Russes, est capable de conclure le moindre accord? Aujourd'hui, on a entendu Marco Rubio parler de ce qui s'est passé avec la Chine. Non? Il a clairement dit qu'il n'y avait eu aucun résultat, aucun succès pour les États-Unis. C'est pour ça qu'ils essaient maintenant de diversifier les minerais rares qu'ils importent, principalement de Chine. Alors je pose la question, est-ce que cette administration est capable de conclure le moindre accord, que ce soit avec la Russie, la Chine ou l'Iran? Parce que c'est ça, la vraie question, la vision d'ensemble pour comprendre ce qui se passe. I'm having to answer in political terms. Je dois répondre en termes politiques. Et c'est ça la fonction politique la plus importante ici. Répondre à votre question, la succession de Trump. Trump est extrêmement sensible à cette question. Il vient d'autoriser la Maison-Blanche à publier un rapport sur son dernier bilan médical, il y a quelques jours. J'ai d'ailleurs mis ça sur Twitter. Et ce que ça montre, c'est qu'il affirme avoir obtenu 30 sur 30 au test d'évaluation cognitive de Montréal. Donc j'ai publié ça en tweet, et tout le monde peut faire le test, voir s'il peut reconnaître l'image d'un tigre, dessiner un lit ou se souvenir de 5 mots qu'on vient de lui dire, et ainsi de suite. Trump est très préoccupé par la question de sa succession. Trump is very concerned about succession. He also is trying to maintain his ability. Il essaye aussi de préserver son influence grâce à la base MAGA au sein du Parti républicain pour contrôler la succession et en dicter les termes. Je dis tout ça pour poser le contexte de la question plus large que vous venez d'évoquer. Cette question, c'est celle de la guerre permanente. Mais avec le groupe Trump, qui comprend des conseillers juifs influencés par l'idéologie Chabad, comme l'ambitieux Stephen Miller, son directeur adjoint de cabinet, est soutenu par Jared Kushner, Witkoff, Lutnick au commerce et d'autres encore. Ces gens-là sont des va-t-en-guerre. Ils prônent essentiellement l'action militaire, avec des conséquences génocidaires pour l'Iran et pour le Moyen-Orient. Et dans la lutte pour la succession, l'opposition vient de Rubio, catholique romain, et de J.D. Vance, lui aussi catholique romain. And J.D. Vance, also Roman Catholic. Vance is currently the leading contender to Vance est aujourd'hui le principal favori pour devenir le candidat républicain en 2028. Et 2028, c'est bientôt, dans à peine 2 ans. La volonté de Trump de laisser la place à un successeur comme Vance, ou au contraire sa vulnérabilité si Vance ou Rubio prenaient le relais, explique son intérêt pour une succession dynastique, soit Eric Trump, soit Donald Trump Jr. Les sondages donnent actuellement Donald Trump Jr. à 10, 12, parfois 13% de soutien chez les républicains. Dans ce contexte de succession, ma réponse à votre question est la suivante. Vance incarne une doctrine catholique de la guerre juste, et les guerres d'Iran et d'Ukraine ne correspondent pas vraiment à cette vision, contrairement à ce que défend la faction juive, la faction Chabad. the Jewish faction, the Chabad faction, think. And Trump will go one way or another. Et Trump ira, d'une manière ou d'une autre, dans le sens de ses affinités, surtout vers le mouvement Chabad, vers Miller, vers la communauté juive. Donc, il y a une possibilité qu'avec Vance et Rubio, on retrouve ce qu'on avait au tout début de l'administration Trump, quand on parlait de cette stratégie de séquençage des guerres.
L'idée, c'était que les États-Unis se retirent des conflits qu'ils ne pouvaient pas gagner, ni directement, ni même indirectement, par l'intermédiaire des Européens, comme la guerre en Ukraine. Ils renforceraient l'Europe pour une campagne de long terme contre la Russie, afin de réduire la puissance russe sur le continent. Et ils se concentreraient sur le Venezuela, Cuba, les Amériques. En somme, ils construiraient une nouvelle forteresse américaine. Oui, c'est clairement en phase avec ce que veulent Rubio et Vance. Ils chercheraient alors à se retirer et à trouver des moyens de négocier des conditions de retrait semi-permanents de la guerre en Iran et de la guerre en Ukraine. Et on a vu Vance faire exactement ça lors de la conférence d'Islamabad. Est-ce qu'il est parti parce qu'il ne voulait pas d'accord, ou est-ce qu'il a reçu l'ordre de partir parce que Trump lui a dit « ça suffit, j'ai besoin de réfléchir ». On ne le saura vraiment que quand tous les récits rétrospectifs seront clairs. Mais je pense que c'est déjà évident, à la fois dans ce que dit Vance et dans ce que dit Rubio. Ils veulent se présenter comme les artisans de la paix au sein du Parti républicain. Dans la succession, ça rend Trump et sa famille particulièrement nerveux, parce qu'ils pourraient faire face à une destitution, à des poursuites, à la saisie de leurs biens, voire à la prison, vu le niveau de corruption qu'ils ont apporté à la fonction. Donc je pense que, et c'est un vrai problème pour le calcul militaire et stratégique iranien, la question est de savoir comment exploiter la différence entre Vance-Rubio, la succession catholique, et l'autre, la succession juive. Bon, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre, et on peut au moins en parler comme une réponse à votre question. À mon avis, la guerre permanente du côté républicain est plus que compensée par une guerre permanente. Du côté démocrate, on vient de voir William Burns, l'ancien vice-secrétaire d'État et ancien directeur de la CIA, accorder une longue interview à The Economist. En gros, il y explique qu'il faut continuer à accentuer la pression sur la Russie en Europe. On sait très bien que les démocrates, ou les domocrates, comme Trump les appelle maintenant dans ses tweets, sont aussi déterminés à commettre un génocide en Iran qu'ils l'ont été, et le sont encore à Gaza, la destruction définitive de la Palestine, l'expansion d'Israël. Les démocrates représentent une menace pour Trump, oui, mais aussi une menace constante pour l'Iran, pour la Russie et pour la Chine. Alors, où est-ce que tout ça nous mène pour répondre à votre question? Eh bien, la Russie, la Chine et l'Iran sont désormais engagés dans la même guerre, une guerre permanente contre les États-Unis. Et on voit, surtout du côté chinois et russe, des courants très forts en faveur de la paix à tout prix, maintenant. Parce qu'avec le temps, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour se réarmer, se préparer. Ou du côté chinois, on pense que le temps joue pour nous. L'économie américaine est en déclin par rapport à nous. On peut exploiter nos forces non cinétiques, non militaires, et vous avez mentionné les terres rares comme l'un de ces leviers. Donc voilà comment je vois l'avenir, et il y a là un énorme point d'interrogation. Si le Parti démocrate représente, disons, l'alternative juive Chabad dans la succession de Trump, que peut faire la Troïka, l'Iran, la Russie et la Chine pour améliorer les chances de réussite dans cette succession de Vance et Rubio? Si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, alors la course à la succession présidentielle américaine fait partie de la guerre que l'Iran, la Russie et la Chine doivent mener. N'est-ce pas? Et si nous devons livrer ce combat, vous verrez qu'il y a des divergences d'opinion. Oui, vous avez mentionné les remarques très intéressantes de M. Galibov. J'ajouterai aussi celle selon laquelle le vainqueur de la guerre contre l'Iran sera celui qui sera le mieux préparé à se battre le lendemain, le jour qui suit la négociation.
C'est une affirmation de base. Mais aucun Russe de sa, disons, plateforme politique et de son rang n'est prêt à la formuler. Une guerre permanente implique une préparation permanente. Et une préparation permanente, c'est un coût permanent. Alors qui doit payer ce coût et qui doit accepter le sacrifice? C'est complètement à l'opposé de la vision de l'administration Poutine, qui veut faire croire qu'on peut avoir une économie normale à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Comme ça, des podcasteurs américains de passage s'exclament « Quel endroit magnifique! Je n'avais aucune idée que c'était comme ça !» révélant à la fois leur immense ignorance et leur grande responsabilité dans une opération de propagande. L'Iran, lui, montre très clairement que la guerre permanente implique un sacrifice permanent. Mais pas un sacrifice sans fin. Si l'Iran, la Russie et la Chine parviennent, disons, à avancer ensemble sur tous les fronts, alors il y a plus d'espoir, plus que je n'en ai personnellement, mais plus d'espoir quand même d'en finir avec la guerre permanente et de le faire dans des conditions qui nous permettent à tous de mieux vivre. Oui, très bon point. Très bon point, John. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Merci, Nima. Merci de m'avoir invité. On verra bien ce que la semaine prochaine nous réserve. Exactement.